Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le débat sur l'intelligent TV. Dans ce numéro, nous abordons un sujet qui de plus en plus alimente le débat politique en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il s'agit de la révision de la liste électorale. L'opposition, comme vous le savez, exige une mise à jour du fichier électoral avant le scrutin, estimant qu'elle est essentielle pour garantir un vote transparent et inclusif. La CEI, la Commission électorale indépendante de son côté, affirme qu'une telle révision est impossible cette année en raison des contraintes de calendrier. Dès lors, une question se pose. La non-révision ou l'absence de révision de la liste électorale compromet-elle la transparence du scrutin présidentiel de 2025? La question sera débattue en plateau avec nos invités qui nous ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. Je vais parler de Dr Osman Cherif. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre du bureau de la JPDCI, président du réseau des mouvements engagés pour une nouvelle Côte d'Ivoire, un mouvement politique pro-Tidiane Thiam, président actuel du PDCI RDA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste en face de vous sur ce plateau pour animer ce débat, Lansina Karamoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant du RHDP, membre du bureau politique de cette formation politique. Vous êtes aussi conseiller au CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les deux de votre présence sur ce plateau, votre participation active, l'expression de votre engagement en faveur de la construction d'une Côte d'Ivoire encore plus démocratique. Alors, messieurs, nous allons commencer tout de suite ce débat. Et je voudrais qu'on puisse l'entamer avec vous, Lansina. Déjà, quelle est votre position sur cette question de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire? La question de la liste électorale en Côte d'Ivoire a été suffisamment débattue. Le gouvernement sur la question a donné sa position, les partis politiques vont donner leur position. La commission électorale, qui est l'organe en charge, n'est-ce pas, de ces élections-là, a également donné sa position. Moi, je me conforme à la position officielle qui dit qu'on ne peut pas actuellement penser à une nouvelle révision de la liste électorale, dans la mesure où celle qu'on vient de faire, c'était la révision 2024-2025. Elle a commencé en novembre, elle doit prendre fin en juin. C'est tout un processus. Faire une autre révision pourrait nous amener en 2026 avec ce que tout cela comporte comme conséquence. Mais pourtant, le Code électoral, en son article 6, indique qu'il faut une révision, il faut une mise à jour du fichier électoral chaque année. Oui, c'est ce qui est écrit dans le code, il y a ce qui est écrit, c'est ce qui est faisable. Et sur la question, moi je retiens que la commission électorale indépendante, le comité central, la commission centrale de la commission électorale indépendante s'est réunie. Et cette commission-là centrale comprend tous les représentants de tous les partis politiques. Ils ont adopté un calendrier qui a été soumis, n'est-ce pas, au gouvernement pour validation. Et c'est ce calendrier qui est en train d'être déployé. Donc, je pense qu'à la base, tout le monde était d'accord pour que cette révision-là puisse se faire à cheval sur 2024 et 2025. Ça fait un an, puisque ça va durer pratiquement 9 mois, le processus de révision de la liste. Alors, si on vous comprend, oui, avec vous, la CEI fait franc jeu. Oui. Seulement que c'est le code électoral qu'il faut réformer. C'est ce qu'on doit comprendre. Peut-être qu'il faudra l'envisager. C'est vrai qu'il est très beau, même la CEI, souvenez-vous, en 2023, non 2022 je crois, 2022-2023, et qu'on allait passer à une autre phase d'inscription sur la liste électorale. Et qu'automatiquement, tous les jeunes qui seront en âge de voter vont basculer de façon automatique. Ce sont des questions qui sont intéressantes, mais est-ce que dans les faits, dans la réalité, ça peut se faire?
Cette année, par exemple, pour la révision de la liste électorale 2024-2025, c'est quand même 27 milliards et demi qui ont été débloqués pour l'opération, pour les résultats que nous avons obtenus. Alors, vous voyez comme ça, chaque année, pour des maigres résultats, on va déployer autant d'argent, n'est-ce pas, pour une opération qui, quelque part, peut-être n'intéresserait pas les Ivoiriens. Parce que c'est près de 36 000 agents qui ont été recrutés et déployés sur tout le territoire. C'est une opération qui est lourde et qui revient cher à l'État. Et l'opération a commencé, on était tous là, hein. Ce n'est pas qu'il y a un parti qui était absent. Tout le monde était là quand l'opération a démarré. Si ça s'est bien passé, ça s'est bien passé pour tout le monde. Si ça ne s'est pas bien passé, ça s'est mal passé également pour tout le monde. Donc, on est tous sur le même pied d'estal, qu'on soit à l'opposition ou qu'on soit parti au pouvoir. Donc, c'est une élection qui peut se faire sans forcément revoir, faire encore une autre révision. Comme je l'ai dit, il pourrait nous plonger en 2026. Et là, en 2026, il allait entendre un son. Parce que c'est à cela que l'opposition veut nous envoyer. C'est quel son? On aura l'occasion de revenir à vous pour que vous puissiez nous donner plus de précisions sur ce son qui, selon vous, on pourra attendre après 2026 s'il n'y a pas d'élection présidentielle conformément à la constitution ivoirienne. Ousmane, comment vous réagissez? Alors, déjà, moi, je suis un peu surpris de voir que la commission électorale indépendante, qui a à sa tête un des plus grands juristes, qui, dans toutes ses interventions, prend la parole pour citer des articles de loi, nous explique à chaque fois qu'il est possible de ne pas respecter la loi. C'est vraiment étonnant. M. Khalil, en 2021, il n'y a pas eu de la somme de 14 milliards. 14,9 milliards. Vous pouvez le retrouver dans la loi de finances numéro 2022-972 du 20 décembre 2022. La somme de 14,9 milliards a été donnée à la CEI. Et c'est marqué, je lis, exécuté à 100%. Pourtant, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale en 2021. Donc, ceci dit, on a une loi qui oblige une commission à faire une révision de la liste électorale chaque année. De l'argent public est décaissé et on se rend compte que cette commission ne respecte pas la loi et l'argent est exécuté à 100%. J'apprécie l'initiative qui a été prise récemment par un réseau de journalistes qui a posé la question, qui a déposé un courrier officiel de demande de justificatif à la commission électorale indépendante pour qu'elle puisse justifier ses fonds. Parce que c'est votre argent, c'est notre argent, c'est l'argent de tout le peuple. On ne peut pas accepter 14 milliards, ce n'est pas 14 millions, ce n'est pas 14 000 francs. Et donc, c'est important de le rappeler. En 2025, M. Khalil, la somme de 27 milliards a été décaissée. Vous avez vu le budget. La somme de 27 milliards a été décaissée pour faire une révision de la liste électorale. Et jusqu'à aujourd'hui, au départ, la CEI disait « Nous ne pouvons pas faire de révision en 2025 ». Au départ, c'est ce qui était dit. Ça serait presque impossible de le faire en 2025. Quand l'opposition a commencé à mettre la pression, ils ont commencé à dire plutôt « On peut le faire, mais on ne le fera pas avant les élections. On pourra le faire après les élections. » Ça fait tellement rire de voir des juristes nous expliquer qu'on peut faire une révision de la liste électorale après les élections présidentielles. Dans le mot révision de la liste électorale, le mot électoral veut dire élection. L'élection la plus importante en Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle. Parce qu'il y a 5 élections. Mais les 4 autres élections, en dehors de l'élection présidentielle, sont reliées à l'élection présidentielle. Parce que nous qui faisons la politique, nous savons quelle est la dynamique que le peuple a. Quand le peuple élit un président, le peuple lui donne une légitimité parlementaire et très souvent, c'est suivi au niveau des mairies, etc., etc. Donc, je le dis, je le répète, on a besoin d'une révision de la liste électorale avant les élections parce que c'est l'élection la plus importante. Et le président Thiam l'a dit, je le répète encore avec un autre exemple, c'est comme si on disait à un élève de terminale, vous pouvez étudier vos leçons pour vous toute la vie, on n'étudie pas seulement que pour le baccalauréat, mais vous pouvez lui dire, bon, ce qui est mieux, c'est d'étudier vos leçons après le bac. Vous n'êtes pas obligé d'étudier vos leçons avant le bac, vous pouvez l'étudier après le bac. Mais vous voyez comment c'est incongru. On étudie pour avoir un examen.
Donc, forcément, quand on étudie, quand l'examen s'approche, on étudie plus longtemps. C'est la même chose. La révision de la liste électorale est faite pour 5 élections, c'est vrai, mais l'élection la plus importante, c'est l'élection présidentielle. Donc, on veut que le peuple soit intégré. Quand on parle d'inclusivité, c'est aussi l'inclusivité du peuple. Ce n'est pas seulement l'inclusivité si on vous comprend, contrairement à ce que pense M. Nassina, qui estime qu'il faut plutôt réformer le code électoral, selon vous, le code électoral n'a aucun problème, c'est seulement la CEI qui devrait jouer franc jeu. Mais si le code électoral avait un problème, M. Khalil, quand on nous explique pourquoi en 2010, année électorale, on a pu avoir une révision de la liste électorale. Quand on nous explique pourquoi en 2015, année électorale, on a pu avoir une révision de la liste électorale. Quand on nous explique pourquoi en 2020, année électorale, on a pu avoir une révision de la liste électorale. En fait, le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui ne veut pas s'associer, très bizarrement, parce que c'est le parti qui dit avoir créé un paradis en Côte d'Ivoire, c'est le parti qui satisfait tout le peuple, mais c'est ce seul parti-là qui ne veut pas s'associer à une volonté de faire une liste électorale, une révision de la liste électorale. C'est quel parti? C'est le RHDP. Et c'est d'autant plus choquant que les communicants officiels du RHDP, partout où vous passez, ils vous disent la même chose. On n'a pas besoin de faire une révision de la liste électorale. Normalement, la CEI est à équidistance de tous les partis politiques. Donc la CEI est en mission pour le RHDP? Non, la CEI ne joue pas franc jeu, nous le disons clairement. La CEI ne joue pas franc jeu. Le chronogramme dont vous avez cité tout à l'heure, si vous me permettez de réagir rapidement sur le chronogramme. Le chronogramme, on nous dit que ça a été adopté d'un commun accord avec les partis politiques. Oui, ça a été adopté d'un commun accord avec les partis politiques. M. Kuiber avait dit on était prêt à recevoir près de 4 500 000 personnes. On était prêt à les enrôler. On n'a reçu seulement que 900 000 personnes. Est-ce qu'un chronogramme où les experts disent on est prêt, on peut enrôler 4 500 000 personnes, vous voulez que ce soit le même temps pour 900 000 personnes que vous avez enrôlées? Mais on peut réduire le chronogramme et faire une révision en 2025. D'accord. Alors, Lansina, vous qui estimez qu'il peut-être, il faudrait songer à une réforme du code électoral, pour revenir à la préoccupation qu'a soulevée Chérif, comment on peut expliquer qu'en 2010, 2015, 2020, on a eu une révision de la liste électorale bien avant le scrutin présidentiel? Mais j'ai souri un peu dans la mesure où ces élections, cette révision de la liste électorale a commencé quand? En octobre. Le processus prend fin quand? En juin. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est l'intitulé de la révision de la liste électorale, c'est 2024-2025. Parce qu'il n'y a qu'un mois et demi, disons 2 mois seulement qui ont été pris en compte en 2024. Mais il fallait faire cette révision un peu plus tôt, par exemple. Si ça avait été fait en janvier 2024, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais le processus qui a commencé en octobre doit prendre fin en juin. Donc, à quel moment on va faire une autre révision là? Il y a une contrainte calendaire. C'est pourquoi j'ai dit que quand même, soyons quand même un peu conséquents avec nous-mêmes. Pensez à une autre révision. Quand ce processus va prendre fin, on va se retrouver peut-être en fin 2026 pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On peut réduire le chronogramme. Non, techniquement, il faut faire quelque chose bien. Si vous voulez que la chose se fasse très bien. Quand la CEI dit qu'on commence en octobre et que l'affichage se fera en mars, février-mars pour la liste provisoire et qu'ensuite le contentieux va se dérouler sur mars-avril et qu'ensuite les différents réclamations, les différentes réclamations qui vont être faites et étudiées vont être prises en compte en avril-mai, et puis finalement on aura l'affichage de la liste définitive en juin. C'est un chronogramme qui tient compte de la transparence. Alors, si on liquide, on va encore dire non, il nous faut assez de temps. Alors si on vous comprend, comme l'a dit Chérif, la situation arrange plus le parti au pouvoir du RHDP. On a commencé la révision. Est-ce que le RHDP était dans un autre pays ou bien sur une autre planète et puis les partis de l'opposition étaient sur une autre planète? On était tous en Côte d'Ivoire quand le processus a commencé. C'est ce que j'ai dit. Si le timing donné n'est pas bon pour l'opposition, c'est que ce timing n'est pas également bon pour le parti au pouvoir. Si le RHDP... On n'a pas arrêté, on n'a pas bloqué l'opposition
Et puis, ce sont les gens du RADP seulement qui sont allés se faire inscrire. Les 943 000 Ivoiriens nouveaux qui se sont inscrits sur la liste électorale ne sont pas tous des militants du RHDP. Nous aussi, on souhaiterait que la période, qu'il y ait une rallonge. Mais seulement que vous ne le faites pas savoir. Le RHDP ne fait pas savoir son désir de voir... Attention, dans toutes les tournées qui ont été faites, je me souviens très bien quand le président de l'Assemblée nationale, Adama Pitogo, est venu à Niamey pour venir galvaniser les troupes afin d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. La coordination, le coordinateur principal, M. Amadou Silla, à notre nom, à nous tous, au nom de Madame la coordinatrice associée et des adjoints, parce que je suis coordinateur adjoint aussi, et des militants d'Anyama, a fait la demande d'une rallonge. Le commissaire, n'est-ce pas, du parti a dit, je vais remonter l'information. Ça veut dire que nous-mêmes, on demande. Encore hier, j'ai dit, c'est sérieux ce que je vous dis, encore hier, on m'a appelé pour me dire que des demandes de certificat de nationalité avaient trouvé une issue heureuse. Ça veut dire que même s'il y avait une rallonge, ça arrangeait tout le monde. Mais est-ce que, de façon constitutionnelle, on n'est pas en train de sortir du timing? C'est pourquoi on dit, ceux qui insistent sur la question, comme si cette affaire de la révision n'arrange que ils ont peut-être un autre agenda que nous ne savons pas, peut-être que dont nous allons parler. Sinon, pour le moment, le processus prend fin en juin. Vous voyez, de juin en octobre, il y a à peine 4 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire en 4 mois encore, et comme révision de la liste électorale, qu'on va traiter les données et puis venir faire la liste provisoire, traiter le contentieux? C'est quasiment impossible. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas... Et je termine dessus pour dire que lorsqu'on parle d'élections, les élections présidentielles sont importantes, je n'en dis combien pas. Mais il y a 2 phases des élections en Côte d'Ivoire. Il y a les élections générales qui prennent en compte et la présidentielle et les législatives. Et les élections locales, c'est les municipales, les régionales, etc. Vous comprenez un peu, non? Et puis les sénatoriales. Donc, cette révision de la liste électorale est aussi valable pour les présidentielles et les législatives qui vont suivre. Mais après quoi, une autre révision, comme ça s'est fait chaque fois, va se faire par rapport aux élections locales qui vont... Alors, Chérif, quand vous entendez ces explications qui sont données par l'ANSINA, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de l'opposition de bloquer le processus en raison de, on va dire, de son impréparation, son manque de préparation? Non, justement, c'est parce que l'opposition s'est investie cette année que vous avez vu que le nombre de personnes enrôlées a dépassé la moyenne habituelle. Le président même de la CEI l'a reconnu. En moyenne, habituellement, je pense qu'on était autour de 300 000 personnes qui étaient enrôlées à chaque RLE. Et cette année, on est passé pratiquement à 900 000. Mais ce que je veux dire, pour bien préciser les choses, c'est que M. Koulibaly Kuibieu a fait une déclaration pour dire que la CEI est prête techniquement à enrôler presque 4,5 millions de personnes. Cette déclaration-là existe. Il a dit que la CEI est prête pour enrôler techniquement avec les tablettes, avec le nombre de personnes qui peuvent enrôler chaque bureau. Il a dit que la CEI était prête techniquement à traiter des données de 4,5 millions de personnes. Vous ne pouvez pas venir nous expliquer après qu'on n'a enrôlé que 900 000 personnes et que le traitement des données de 900 000 personnes est égal au traitement des données des 4 500 000 personnes. Le chronogramme peut être réduit. Même à un enfant de CP1, on peut lui expliquer clairement que le nombre de personnes étant petit, on peut diminuer le chronogramme, on peut le raccourcir et puis faire une autre RLE. Comment vous pouvez réduire ça concrètement de façon pratique? Non, concrètement, je vais revenir sur ça tout à l'heure avant de juste terminer quelque chose. Techniquement, si vous avez écouté l'intervention d'une porte-parole récemment de la CEI sur un plateau de télévision, elle a dit que si on le faisait, si on réduisait le temps, ce qui était possible, c'est que la liste provisoire, on serait obligé de faire les parrainages sur la liste provisoire. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit que ça a été fait en 2020 comme ça. On a fait la révision de la liste électorale rapidement, mais puisque le délai des parrainages va être autour du mois d'août, donc on va lancer les parrainages sur la liste provisoire. Et donc pour elle, ce serait illégal de lancer des parrainages sur la liste provisoire. Déjà, la première des choses que nous on dit en tant que parti d'opposition, c'est que ça a déjà été fait en 2020 et ça peut l'être fait encore en 2025. Deuxième chose, on dit que certains partis d'opposition se sont plaints et tout ça.
d'une façon générale, quand il y a un accord entre les partis politiques, ça s'impose à la CEI. Ça fait partie du fonctionnement de la CEI. Si le RHDP nous rejoint, et je le dis sur ce plateau, c'est le RHDP seul qui fait blocage à un accord politique sur cela. C'est le RHDP tout seul, parce que dans les discours de tous leurs communicants, ils ne sont pas prêts à faire une révision de la liste électorale. Cela signifie quoi pour vous? Pour nous, c'est que la CEI, en réalité, est une CED. La commission électorale indépendante est une commission électorale dépendante. Parce que... Dépendante de... Elle est dépendante du RHDP. Elle est clairement dépendante du... Monsieur Khalil, est-ce que vous savez qu'il existe 326 commissions électorales locales? Et que sur ces 326 commissions électorales locales, le RHDP préside 306 commissions électorales. Mais il y a eu des élections. Il y a eu des élections, oui, mais comment vous pouvez comprendre qu'un parti qui est au pouvoir, des partis sont dans l'opposition, plusieurs partis sont dans l'opposition, normalement, mathématiquement, ils doivent pouvoir présider. Mais pourquoi c'est eux qui président à chaque fois? Donc pour vous, la transparence d'un scrutin repose essentiellement sur la mise à jour du fichier. C'est ce qu'on doit comprendre. Oui, la transparence d'un scrutin, M. Khalil, dépend de la légitimité qu'on donne au peuple de participer à ce scrutin. Plus ils sont nombreux à participer, plus le résultat reflète réellement la volonté de la population. Mais quand on a un petit nombre, vous vous imaginez, on est 30 millions d'habitants, c'est vrai qu'il y a des étrangers, etc. On devrait être autour de 14 millions ou 13 millions sur la liste électorale. Aujourd'hui, on n'est que 9 millions. Il y a un gap de personnes qui ont la possibilité de voter, qui ne se sont pas encore venus inscrits sur la liste électorale. Certainement parce que certains, c'est vrai, ne sont pas intéressés par les élections, mais il y a beaucoup d'autres qui sont en train de faire leurs papiers, qui ont eu des problèmes d'extrait de naissance, de certificat de nationalité, donc qui sont en cours. Laissons le million de personnes qui veulent venir s'inscrire encore, les 900 000 ou 800 000 personnes qui veulent venir s'inscrire encore. L'argent est déjà là. Si on ne fait pas la révision de la liste électorale en 2025, nous, on veut que la CEI nous dise où est passé les 27 millions. D'accord. L'année dernière, en 2024, on a eu une révision qui a commencé en octobre pour prendre fin en novembre. Alors, vous êtes d'accord que certains n'ont pas pu se faire enrôler parce qu'ils n'avaient pas l'âge. Et depuis janvier, ils ont la majorité, c'est-à-dire 18 ans désormais. Ils ont cette possibilité de se faire inscrire sur la liste électorale pour participer à l'élection. Est-ce que sans révision, vous n'avez pas l'impression, vous ne pensez pas qu'il y a une catégorie d'Ivoiriens exclus, quand bien même qu'ils ont le droit de participer à cette élection? Est-ce que sans révision, on n'a pas un problème de représentativité de la population en âge de voter? Est-ce que cette liste est véritablement fiable s'il n'y a pas d'élection? Bon, s'il n'y a pas de révision. D'abord, les 4 500 000 dont fait allusion le docteur Chérif ne sont pas calculés sur la base de ceux qui allaient avoir 18 ans et plus à partir de 2025. C'est certainement les 4 500 000 personnes dont a parlé Cuibert, le président de la Commission électorale indépendante, tenait compte de ceux qui, à la date indiquée pour la révision de la liste électorale, pouvaient être prises en compte. Donc, on ne peut pas m'amener à... Mais je veux dire que c'est un processus qui commence... C'est-à-dire, quand on dit que la révision a commencé en octobre pour prendre fin en novembre, non, il faut voir plus loin. C'est un processus. C'est le processus qui commence en octobre et le processus prend fin en juin 2025. C'est le processus. On va parler du processus d'enrôlement, c'est-à-dire là où le citoyen se lève et il va dans un centre d'enrôlement, se fait inscrire. On a eu seulement 3 à 4 semaines. Il faut traiter. Il faut traiter. Et là, il y a d'autres qui seront exclus parce qu'après traitement. Mais j'arrive. Est-ce que le fichier, est-ce que le fichier sera représentatif? Le fichier est représentatif. Pourquoi? Je vous l'explique. Tout à l'heure, je suis d'accord avec le docteur Chérif et il me rejoint quelque part lorsqu'il a dit que, je vous ai dit que c'est peut-être que le parti au pouvoir même a été lésé du timing donné, n'est-ce pas, pour la révision de la liste électorale. Il a dit que c'est parce que l'opposition s'est impliquée qu'on est passé à plus de 900 000 et que sinon les révisions antérieures, on était à 300 000. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être beaucoup plus d'opposants qui ont été cette fois-ci pris en compte que les gens du parti au pouvoir. Parce que c'est bien grâce à l'opposition qu'on est passé à plus de 900 000. Sinon, c'était 300 000. Donc, on considère que les 600 et quelques mille là
qui sont inscrits aujourd'hui. Donc l'opposition a enrôlé le maximum de militants. C'est nous-mêmes qui devrons être frustrés, nous, partis au pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu quand même une révision qui a commencé. Maintenant, s'il n'y a pas d'engouement, Khalil, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la faute. C'est pourquoi je tire quelque part le chapeau au PDCI, quoi qu'on dise. Mais il y a eu une évolution par rapport à la révision antérieure, donc on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'engouement. Quoi qu'on dise le chapeau au PDCI, parce qu'on a vu son président sur le terrain, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en train de demander à ses militants d'aller se faire enregistrer, parce que la finalité, c'est le vote. On va faire tous les palabres, mais à la fin, on va dire allons voter. Lui, il a compris très tôt. Peut-être que les 600 000 personnes maintenant, ils ont peut-être 10% dedans. Pendant ce temps, les autres disaient qu'il faut réformer la CEI. Et cette CEI-là, elle ne garantit pas un processus transparent. Donc, il faut réformer la CEI. Il faut réformer le code électoral. Et même à un degré moyen, il faut même réformer certaines dispositions de la Constitution. Et tant que ce n'est pas le cas, on ne va pas au vote. Il y en a qui ont dit, tant que leur mentor n'est pas sur la liste électorale, il n'y a pas de révision, il n'y aura rien ici. Ils ont passé tout leur temps à bavarder pendant que le RHDP et le PDCI, ça je le dis à chaque fois que j'ai eu l'opportunité, étaient sur le terrain en train de bosser dur et ratisser large pour que le maximum possible de leurs militants soient sur la liste électorale. Même si, aujourd'hui, on leur concède, allons faire une révision électorale, une nouvelle révision de la liste électorale, ils diront autre chose. On a tous été là, ça a commencé à notre présence, à nous tous. L'opération va prendre fin avec nous tous. On va aller au vote. Et puis bon, comme ça, ça va peut-être emmener dans les années à venir les partis politiques à prendre conscience qu'on peut contester l'arbitre désigné d'avance par la FIFA ou la CAF pour arbitrer un match, mais cela ne veut pas remettre en cause les entraînements que nous devons faire pour nous préparer pour aller... Donc, l'opposition ne s'est pas entraînée, c'est ça? Ils ne se sont pas entraînés. Maintenant, on dit allons jouer et ils disent non, il faut atteindre... Il y a une impréparation au niveau de l'opposition. Ils ne se sont pas préparés. C'est ce que l'opposition cherche à masquer. Je ne remets pas en cause le travail fait par le PDCI, je le dis chaque fois. Mais en dehors du PDCI, les autres se sont amusés. D'accord, c'est bien compris. Maintenant, ils veulent se cacher derrière le PDCI pour pousser le PDCI dans le dos pour dire allons-y à la révision, allons-y à la révision, allons-y à la révision. Alors, docteur, votre parti politique, le PDCI, dénonce une absence de révision de la liste électorale. C'est quoi votre principale inquiétude? Monsieur Khalil, dans une élection, quand l'arbitre n'est pas impartial complètement, ça peut créer des crises. Quand le président Thiam est arrivé, effectivement, il y avait des revendications qui parlaient d'audit de la liste électorale et qui mettaient l'audit de la liste électorale comme une condition sine qua non. Le président Thiam, effectivement, ne s'est pas inscrit dans un audit obligatoire. Effectivement, l'audit est important, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'audit avant d'aller aux élections présidentielles. Ça, c'est l'avis du président Thiam. Le président Thiam dit, et c'est cet avis-là qu'il a généralisé au sein du PDCI, c'est que si on travaille le terrain, nous allons gagner l'élection de 2020. Et donc, nous disons, à la suite du président Thiam, qu'en enrôlant les Ivoiriens, on fait participer le peuple au choix de la personne la plus importante à la tête de l'État. Donc, si on n'enrôle pas les Ivoiriens, tous ces millions de personnes qui veulent s'enrôler, M. Khalil, moi, chez moi, déjà, dans mon quartier, je connais au moins 5 personnes. Ça, c'est dans mon petit quartier, qui me disent à chaque fois, je suis arrivé en retard, j'ai fait mon papier en retard, je veux m'inscrire maintenant, je veux aller voter. Majoritairement des femmes, des gens qui veulent changer de lieu de vote parce qu'ils n'ont plus accès à leur ancien lieu de vote, qui n'ont pas pu le faire pendant cette période-là. Vous savez que les gens ont été motivés un peu en retard. Même beaucoup de personnes veulent encore s'inscrire sur la liste électorale. Je suis pratiquement sûr que si on lance, on aura minimum autour de 900 000 ou 1 million encore de personnes qui vont s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est grand, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Parce que quand certaines personnes disent qu'il n'y a pas eu d'engouement, mais 900 000 personnes nouveaux, 900 000 nouvelles personnes sur une liste électorale, c'est énorme. Ça peut faire basculer une élection. Ah oui. Ça peut faire basculer une élection. Donc, moi, voilà pourquoi je pense que la CEI devrait
permettre un dialogue avec tout le monde, pour qu'on puisse s'accorder. Vous avez parlé de propositions concrètes. Moi, j'ai une proposition. Ce n'est pas au nom de mon parti politique que je le fais, mais c'est une proposition concrète que j'ai par rapport au déroulement de cette RLE. Au chronogramme, d'accord. Le chronogramme actuel, je vous le dis, le chronogramme actuel, je le lis. Mars 2025, bon, actuellement, on a déjà fait enregistrement et enregistrement des données. Donc, la période qui est en cours actuellement, dans laquelle nous sommes en février, là, nous sommes dans l'analyse et le traitement des données. L'affichage de la liste provisoire va se faire en mars 2025, selon ce que la CEI a communiqué. Il y aura 15 jours de réclamation. Après, il y aura un affichage des réclamations qui va durer 3 jours. Après, il y aura une observation sur ces réclamations qui va durer 5 jours. Il y aura une délibération qui va durer 7 jours. L'ouverture de la phase judiciaire va faire 8 jours. Après, il y aura une transmission et une prise en compte des décisions qui va faire 45 jours. 45 jours. Et il y aura un arrêt de la liste définitive vers la moitié du mois de juin, c'est-à-dire vers le 15 juin 2025. Ensuite, il y aura la remise de la liste définitive aux partis politiques vers fin 2025. Il y aura la collecte des parrainages jusqu'à août et puis le dépôt des candidatures pour la présidentielle. Donc vous proposez un chronogramme encore plus réduit. Ça, c'est le chronogramme de la RLE. De la CEI. De la CEI. Nous souhaitons qu'on lance une nouvelle collecte des données pour qu'on ait à la fin une liste provisoire. Sans avoir traité la première collecte. La première collecte a déjà son budget qui fonctionne déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà des gens qui sont payés, l'argent est déjà disponible. Ils sont payés pour faire une collecte des données. Cette collecte des données-là va continuer. Seulement qu'on était dans la capacité de s'occuper de 4 millions de personnes. On n'a pas eu ces 4 millions, on a eu 900 000 personnes. Maintenant, on a 900 000 personnes. Il y a un gap de 3 millions, j'allais dire pratiquement 3 millions de personnes qu'on peut encore récupérer. 2 millions plus 1 million, 2 millions, je ne sais pas, 700 000 ou 600 000 personnes. Quelques milliers de personnes. Voilà, qu'on peut encore enrôler. On a la capacité de le faire. Donc, au lieu de dire qu'on va terminer tout le processus, on lance une nouvelle collecte des données. Ce traitement des données-là va continuer avec les 2 collectes de données. À la fin, on aura une seule liste provisoire. Sur cette liste provisoire, on aura le parrainage. C'est-à-dire que le parrainage qui est prévu de se faire en fin juin, le parrainage va se faire sur la liste provisoire. Et je le dis encore. Ça pourrait être quelle période, quel mois? Ça va être en fin juin, entre le 15 juin et la fin du juin. Il y aura la collecte, il y aura la remise de la liste définitive aux partis politiques qui va être faite en fin juin. Et puis la collecte des parrainages sur la liste provisoire en ce moment. Après la liste provisoire, on va faire ouverture de la phase judiciaire. Et puis à la fin, la différence entre la liste provisoire et la liste définitive, c'est 1% de personnes. Le président Thiam l'a dit au dernier meeting. C'est 1% de personnes. On ne va pas dire qu'on ne va pas faire une collecte de parrainage juste à cause de 1%. 1%, c'est quand même minime. Donc, ce que nous demandons à la CEI, l'enjeu est trop grand pour qu'on puisse prendre des arguments qui sont aussi faibles pour justifier. 1% aussi, ça peut faire gagner. Il ne faut pas minimiser aussi quand même 1% de mais je veux dire par rapport... Il y a quand même aussi des personnes qui seront lésées avec cette formule, vous le pensez? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde l'enjeu de cette élection, on se dit qu'on peut quand même faire les parrainages. Quand on fait un parrainage, les parrainages sur les listes provisoires, on est sûr que le parrainage va refléter quand même la liste. On a pratiquement 9 millions de personnes actuellement sur la liste électorale. Donc quand on va faire le parrainage, ça va refléter quand même la liste définitive puisque c'est 1% seulement de variables. D'accord. Alors on va écouter Lansina. Lansina, qu'est-ce que vous pensez de ce chronogramme qu'il propose? J'apprécie la volonté heureusement qu'il dit que c'est sa propre proposition, ce n'est pas celle qui lui a été donnée par son parti. Parce que la question est un peu plus technique, un peu plus pointue quand même. Et je crois que ceux qui nous ont donné ce chronogramme qui existe ont tenu compte de beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre budgétaire, parce que c'est une équipe qui est mobilisée, qui est en train de réaliser un processus. C'est une autre équipe qu'on va encore mobiliser, qui va faire une nouvelle RLE, et puis ensuite une autre équipe va continuer en parallèle un traitement. Ce sont des questions qui ont quand même... Parce que vous savez, quand on a voté un budget pour une opération, c'est comme un artiste qui vient louer une salle comme le parc d'exposition, ça va faire 15 millions, 20 millions, je n'en sais rien. Que la salle soit pleine ou que la salle ne soit pas pleine,
l'artiste, il vient, il se produit, et puis en tout cas, il va payer les 15 ou les 20 millions de locations. Ça, c'est clair. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que 27 milliards ont été débloqués, dédiés exclusivement à la RLE, qu'il y ait les 4,5 millions de personnes ou pas, la même équipe qui a été mobilisée, c'est la même équipe qui va travailler. Et puis, à la fin du processus, le budget alloué à la question sera complètement consommé. Maintenant, si on veut en parallèle faire encore une autre opération, même si ça doit coûter 1 milliard, même si ça doit coûter 2 milliards ou 3 milliards, les questions d'argent, il faut aller trouver l'argent. Vous savez que la CEI, c'est vrai, on le dit souvent qu'elle est inféodée au gouvernement parce qu'elle n'est pas inféodée au RHDP. Depuis la nuit des temps, la commission électorale, par rapport aux différents régimes qui se sont succédés, a fonctionné comme elle a fonctionné, la commission électorale indépendante. Quand vous dites que ce n'est pas une CEI inféodée mais je veux dire que dans les dispositions... Les gens aussi ont le droit de se poser cette question. Quand on voit que vous avez pratiquement la même position sur cette demande de l'opposition. Dans les dispositions textuelles, selon la Constitution, selon le Code électoral, la CEI ne valide pas son chronogramme. La CEI fait une proposition au gouvernement, il valide et le président prend un décret d'application, n'est-ce pas, de tout ce que la CEI propose, que quand le gouvernement la valide, le président prend un décret pour son application. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, même si demain, la CEI veut une rallonge, il faut s'adresser à nouveau au gouvernement, c'est un processus, etc. Je crois que je partage peut-être la préoccupation, pas une inquiétude, mais la préoccupation de l'opposition, notamment le PDCI, parce que nous-mêmes, RADP aussi, si on nous disait aujourd'hui qu'il n'est pas extraordinaire qu'on devait répondre, on serait aussi heureux. Mais en réalité, nous, on tient compte de la réalité. Vous comprenez un peu, non? Je souhaiterais que tout le monde s'inscrive dans cela. Et nous, on a eu très peu de personnes enregistrées. Par exemple, c'est l'opposition qui a mobilisé, qui a eu le plus de personnes. Bon, là encore, ça reste à vérifier. Parce que l'électorat, nous, on prend... La CEI n'a pas donné de précision. Allons-y sur le terrain, allons battre des campagnes. Tcham, il est déjà sur le terrain, il est très fort sur le terrain, il parle, il harangue le foule. On va aller, puis on va finir avec ces élections. Est-ce qu'au RHDP, vous ne donnez pas l'impression d'être un parti, on va dire, iconoclaste qui ne respecte pas les normes? Qu'est-ce qu'on appelle ne pas respecter les normes? Parce qu'il y a une disposition du code électoral qui dit qu'il faut faire la révision chaque année, mais vous, RHDP, vous estimez que ce n'est pas une priorité. Mais attendez, il faut la plutôt révision, aller à l'élection. moi, je ne peux pas dire qu'on n'a pas fait des révisions en 2025. Je dis que c'est un processus qui a commencé en octobre qui finit en 2025. C'est le processus que moi, je regarde. Vous comprenez un peu, non? C'est comme quand... C'est le processus qu'il faut regarder. Et si on s'en tient simplement qu'à la composition, alors qu'on doit corriger, et le jury doit se réunir, c'est tout ça qui fait la période d'évaluation, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le jour seulement de la composition. Donc, le processus a commencé en octobre, presque en fin d'année, pratiquement en fin d'année, et qui va aller jusqu'à la mi-2025. Est-ce qu'on ne va pas vers une présidentielle Regardez bien l'intitulé de la révision de la liste électorale, la dernière. C'est mis RLE 2024-2025. Oui, mais le budget est différent. On peut faire aussi une RLE 2025-2024. C'est ce qui court jusqu'à la fin du processus en 2025. Mais il y a un nouveau budget. En 2025, il a été voté un nouveau budget de 27 milliards. Oui. Le budget de 2024, là, il y a un nouveau budget de 27 milliards où c'est marqué dessus RLE. Donc nous, on pense qu'il faut faire des actions dans le budget de 2024 et puis d'autres actions pour le budget de 2025. Ce n'est pas le même budget. Alors donc, Ousmane, pour vous donc, sans révision de liste électorale, on va vers une élection présidentielle avec des résultats biaisés? Non, déjà, on ne peut pas dire avec des résultats biaisés, mais on va à une élection présidentielle avec, on va dire, peu de légitimité. Parce que quelque chose peut être légal sans être légitime. La légitimité, c'est quand la population, on est sûr que toute la population s'est exprimée. La population qui vote actuellement, il y a un grand nombre de personnes qui ne votent pas encore, donc ça diminue la légitimité des élections. Mais déjà, ça, il faut que je le précise aussi. Beaucoup sont en train de faire croire déjà que l'opposition veut forcément une RLE, parce que sans nouvelle RLE, avec cette liste électorale actuelle, nous allons perdre. Et il faut bien préciser que ce n'est pas notre ligne.
Nous, on sait très bien que déjà avec cette ligne électorale... Qu'est-ce qui vous fait courir alors? Ce qui nous fait courir, c'est la légitimité. On a besoin que le peuple en majorité vienne voter. Parce que... À quel intérêt? Je le dis encore pour terminer sur ce plateau. Le RHDP dit que son bilan est inattaquable. Le RHDP dit que les Ivoiriens vivent dans le paradis. Le RHDP dit que tous les Ivoiriens sont satisfaits de leur politique. Mais quand vous êtes d'accord que c'est le paradis, que le bilan est inattaquable, aidez-nous, venez lutter avec nous pour que tous ces Ivoiriens satisfaits qui ont vu ce bilan inattaquable là, viennent vous voter. Pourquoi vous avez peur qu'on aille chercher les nouveaux Ivoiriens pour les mettre sur la liste électorale? S'ils sont tous satisfaits, ce sont ces gens satisfaits-là qui vont venir vous voter. Et puis je termine, monsieur Cuibier, vous savez, quand vous n'arrivez pas à respecter une loi, vous démissionnez. Moi, j'ai été triste de voir la dernière fois sa représentante sur un plateau de télévision dire « la loi doit être changée ». Non, pour le moment, c'est la loi. La loi, elle est là, à l'instant T, là. La loi doit être changée, ça, ce sont les parlementaires qui doivent en débattre pour voir est-ce que c'est faisable, est-ce que ce n'est pas faisable. Ça, c'est au niveau parlementaire. Vous êtes une instance d'exécution. On vous a donné une loi. Si vous savez que cette loi-là, elle ne vous permet pas, vous n'êtes pas en capacité de la faire respecter, vous démissionnez. Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, ça se fait partout. Donc, ce que je demande à M. Cuibier, avec tous ceux qui sont à la tête actuellement de la CEI, qu'ils soient d'un parti politique ou d'un autre. Déjà, je rappelle que quand on rentre à la CEI, on devient indépendant. C'est ce qui est la norme. Donc, on n'est pas représentant d'un parti politique. Le terme représentant d'un parti politique, c'est un terme qui normalement n'est pas adéquat. Le mot exact, c'est désigné par un parti politique. Mais vous n'êtes pas représentant d'un parti politique. Vous êtes désigné. Parce qu'à la CEI, le code électoral est clair. Il faut qu'on ait des personnes qui sont indépendantes dans leur posture. Donc, quand vous êtes à la CEI, vous n'êtes pas membre de PDCI ou de choses. Vous êtes indépendant dans la posture CEI. Maintenant, on a confié à des gens le travail de faire respecter la loi, notamment l'article 6 du Code électoral. Il nous explique que l'article 6 doit être revu. Ça, c'est au niveau parlementaire. Vous exécutez. Si vous n'arrivez pas à exécuter, qu'est-ce qui vous reste? Démissionner. Alors maintenant que la CEI dit que c'est impossible pour elle de faire une révision, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que... Déjà, nous, au PDCI, nous avons demandé une ouverture du dialogue politique avec le gouvernement. Parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, les décisions de commun accord entre les partis politiques s'imposent à la CEI. Donc la CEI suit à la fois le code électoral, mais elle suit aussi les accords politiques. Donc si aujourd'hui il y a une ouverture d'un dialogue politique et que le RHDP et l'ensemble des partis d'opposition tombent d'accord sur le fait qu'il faut une RLE et avec une élection, avec des parrainages sur la liste provisoire, nous savons que ça va se faire. Donc tout ce que nous demandons à l'heure actuelle, c'est au gouvernement d'ouvrir un débat, un dialogue politique, permettre à ce qu'on ait une RLE en 2025 et au cas où cette RLE-là a lieu, qu'on ait la liste électorale qui soit provisoire, qui soit l'objet de parrainage. Et nous, on est sûr que le gouvernement peut le faire. Le gouvernement est en capacité de l'accepter. Nous, on est des démocrates. On n'a pas pour intention de bloquer des élections, de créer une transition. J'entends souvent le parti au pouvoir dire qu'ils veulent créer une transition. Ce n'est pas notre objectif. Nous, c'est en 2025, le 25 octobre, qu'on va faire gagner le président Thiam. Ce n'est pas en 2026 ni en 2027. Ce que nous, on souhaite, c'est qu'il y ait une ouverture d'un dialogue politique, qu'on puisse s'accorder sur cela, parce que votre bilan qui est supposé être inattaquable, laissez les Ivoiriens venir voter. Alors, vous avez parlé d'un mot, transition. Alors, M. Nassina, en début d'émission, vous avez parlé d'un son qu'on pourrait entendre. Est-ce qu'il s'agissait bien évidemment de la transition? Vous savez, nous sommes des contemporains, on connaît le paysage politique en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont été dans l'opposition. Et ceux qui sont dans l'opposition, ils ont été au pouvoir. Donc, on se connaît tous, comme le dit l'Ivoirien lambda, on se connaît en détail. L'objectif là, c'est de nous amener en 2026. Sans élection, pour demander une transition. Pour demander une transition. C'est ça l'objectif. Le PDCI essaie de jouer le jeu de la démocratie parce qu'ils savent qu'ils ont un jeune président qui veut se projeter, mais qui veut se signaler maintenant. Non, c'est ça. Mais il y a ceux qui veulent revenir coûte que coûte, dans un esprit même, je dirais même de vengeance, qui veulent revenir au pouvoir. Vous avez entendu la dernière sortie du président du FPI à Finguessa? S'il veut la paix, on va faire la paix. S'il veut la guerre, on va faire la guerre. On a déjà entendu ça déjà en 2020.
c'est de nous envoyer vers un blocage. Si jamais aujourd'hui on fait une ouverture exceptionnelle, parce qu'on n'est même plus dans une situation exceptionnelle, vous dites, bon, allons-y à une nouvelle révision, vous allez voir plus tard, ils vont dire qu'il faut que Gbagbo soit inscrit sur la liste, comme s'il n'y avait pas de loi en Côte d'Ivoire. Ensuite, ils vont nous dire il faut réformer cette CEI-là, on n'en veut plus. On va aller des revendications impossibles à revendications impossibles, et puis on risque de se retrouver dans un blocage. Et c'est le mot transition qui va encore paraître, parce que c'est dans ça qu'il peut prospérer. Donc, comme je l'ai dit, ce qu'on a en détail, et qu'au RADP, il y a quand même des gens responsables, et que le pays est tenu par des responsables, ils font la lecture, et puis ils disent, on applique simplement la loi. La date constitutionnelle, c'est le 25 octobre. Il faut qu'on respecte cette date. Alors, au RHDP, on applique une loi qui arrange et on refuse d'appliquer une loi qui n'arrange pas, c'est ça? Non, quelle loi qui n'arrange pas? J'ai dit que je m'explique. Si vous parlez de la RLE, selon la Constitution, il faut l'élection présidentielle le 25 octobre. Le 25 octobre, c'est-à-dire le dernier samedi de octobre 2025. Ça vous arrange au RHDP? À l'intérieur. Mais pour la révision de la liste, ça ne vous arrange pas. J'ai dit c'est 2024-2025, la révision de la liste électorale. Alors, il a parlé de dialogue politique. Oui. L'opposition demande un dialogue politique avec le parti au pouvoir. Oui. Vous qui êtes un militant du RHDP, ça va se faire quand? Non, je ne peux pas vous le dire puisque je ne suis pas dans l'exécutif. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que vous, en tant que militant, est-ce qu'au sein du parti, vous entendez parler de ça? Oui, toujours est-il que on est dans un pays où on a comme pour seconde religion, le dialogue, la paix, etc. Vous comprenez, tout le monde, même ceux qui étaient les grands pourfendeurs du fouet, le citent aujourd'hui en exemple. C'est Dieu merci. Donc, forcément, il va y avoir ce dialogue, mais qui n'est pas forcément inscrit dans la Constitution, qu'il faille forcément faire un dialogue. Mais ce que nous sommes nous oblige à nous asseoir à un moment donné pour nous parler. Ça va se faire après l'élection? Non, pas forcément. Ça va se faire avant les élections. Je suis convaincu, je reste convaincu qu'il va y avoir un dialogue avant les élections. N'oubliez pas que l'histoire du dialogue politique en Côte d'Ivoire a commencé parce que le RADP l'a voulu en 2012. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce dialogue qui a commencé à Bassam en mars 2012 s'est transformé en CPD, cadre permanent du dialogue. Et depuis, il y a des dialogues politiques qui se font chaque année. Mais à un moment donné, il fallait se concentrer parce que les gens venaient à ces dialogues-là pour venir faire des revendications irréalistes. Donc, on a dit, bon, que de perdre notre temps, parce que c'est des perdièmes qu'on leur paye, que de perdre notre temps à aller se réunir, donner l'impression que tout va bien, et puis après, ils se frottent les mains, où est notre argent? Ils sont pressés de prendre leur perdième pour s'en aller. Le gouvernement s'est concentré sur le travail. Et je crois qu'en année électorale, ce dialogue forcément va se faire. D'accord, c'est bien noté. La main sur le cœur, même si je ne suis pas le patron de l'exécutif. Alors, monsieur, nous sommes, on va dire, pratiquement à la fin, sinon à la fin de ce débat. Un dernier tour de table. Chérif, on commence avec vous. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des électeurs au regard de cette situation? Déjà, je voudrais terminer par vous remercier, l'Intelligent TV avec à sa tête le PDG Alafé Ouakili, cette invitation. C'est une chaîne qui nous, en tant que militants PDCI, nous réjouit par son équitabilité et son équité dans les temps de parole avec le parti au pouvoir. Je suis très heureux que vous êtes très professionnel en termes d'organisation de débats politiques. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par dire que la révision de la liste électorale 2025, pour nous, est une exigence. Aujourd'hui, il y a une plateforme des partis politiques qui fait des revendications communes concernant la commission électorale indépendante. Dans cette plateforme-là, il y a le PDCI, il y a le PPACI, il y a un certain nombre de partis politiques. Et récemment, les députés PDCI, les députés PPACI se sont rencontrés justement pour qu'on puisse porter ensemble cette voie-là. Donc, nous pensons qu'avant le décès même du président Henri Konan Bédié, il avait déjà rencontré son cadet, le président Alassane Ouattara. Il y a eu déjà des échanges politiques. Ces échanges politiques-là ont été légèrement interrompus depuis l'arrivée du Premier ministre Robert Begué-Mambé. Nous souhaitons qu'il y ait une reprise du dialogue politique, que l'opposition ait la possibilité de faire des propositions aussi au gouvernement à l'orée de cette élection 2025. C'est très important parce que
Nous, on veut pas, nous au PDCI RDA, nous voulons qu'il y ait une élection sans aucun mort. Nous voulons que 2025 soit vraiment l'une des seules dernières élections où il y a 0 mort du tout. Le président Thiam l'a dit et l'a répété, je veux partir chez Dieu en n'ayant aucune goutte de sang sur les mains. Et cette phrase-là, pour moi, ça a été une phrase qui est très marquante. Et que tous les militants PDCI s'imprègnent. On ne veut pas qu'il y ait des morts, on ne veut pas qu'il y ait des blessés. On veut qu'il y ait une élection où le débat soit sur l'économie, sur l'éducation, sur la santé, et qu'on ne vienne pas débattre de nationalité des gens, qu'on ne vienne pas débattre de tel et de tel village et tout ça, qu'on se concentre sur le bien-être des Ivoiriens. C'est ça que le PDCI nous inculque et c'est ce que nous devons aussi inculquer au débat politique. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour cette invitation. J'espère que le débat politique va se faire de cette façon. Merci beaucoup. Nassina. Et je m'en voudrais si je n'envoie pas le pas docteur Chérif, pour vous dire merci à l'Intelligent TV, qui est une chaîne qui est en train de grandir. Félicitations à son PDG, félicitations à vous-même, malgré votre relative jeunesse. Vous arrivez, n'est-ce pas, à faire en sorte que les débats soient civilisés et que ce que nous disons ici reste vraiment dans un cadre de courtoisie parce que avant et après tout, nous sommes tous des Ivoiriens, nous voulons tous le bonheur de notre pays et c'est pourquoi sur ce plateau, les débats sont civilisés, il n'y a pas de dérives langagières, etc. Félicitations pour cela. C'est parce que vous nous préparez à cela que nous aussi, on se comporte comme tel. Et maintenant, ensuite, je voudrais demander aux Ivoiriens de tout faire pour préserver ce que nous avons actuellement comme paix. Nous venons de loin, il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous sommes en année électorale, on vient de très loin pour qu'on puisse se retrouver 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années sans qu'il y ait des grabuges pour chacun peut vaquer tranquillement à ses occupations. Il ne faudra pas que ces élections viennent remettre, n'est-ce pas, en cause tout cela. Et je voudrais dire, lancer un appel au PDCI, dont je connais beaucoup de membres, et même Chérif qui est en face de moi, et qui sont des gens épris de paix, épris de tranquillité et pour la Côte d'Ivoire. Il faut faire attention, on ne charge pas bagage avec tout le monde. Parce qu'il a cité tout à l'heure des partis, eux, ils sont dans une logique de travailler avec d'autres partis, avec un agenda toujours caché. Et puis, arrivera un moment, ils vont se dissocier et puis ils vont mener des actions. Et forcément, ça pourrait vous éclabousser. Et je voudrais féliciter donc le PDCI pour son engagement à faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Ça ne nous surprend pas, nous sommes tous sortis des rangs du PDCI. Le dialogue est notre boussole, ils sont au fouettis, nous le sommes également au RHDP. Il faut qu'on travaille pour la construction de cette nation parce que dans un passé très récent, le PDCI et le RHDP et le RDR étaient ensemble au RHDP, ont gouverné ensemble et donc les résultats obtenus ont été obtenus à la fois par les responsables de l'ancien RDR et par les responsables du PDCI qui étaient au gouvernement avec nous. N'oublions pas que le pont HKP porte le nom de Henri Konan Bédié. C'est ça. Et c'est parce que le président Ouattara l'a voulu et ces jours, le président Bédié, on n'oublie pas ça, il a dit bien que ce pont-là pour un autre mandat. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Dr Ousmane Chérif, militant du PDCI-RDA, et Lassina Karamoko, qui est du parti au pouvoir, le RHDP. En tout cas, on vous dit merci. Merci infiniment de répondre toujours de façon favorable à nos invitations. On espère que cela va continuer parce qu'on a encore besoin de vous tout au long de cette année électorale pour que vous puissiez éclairer nos téléspectateurs à partir de vos, on va dire, analyses les plus aiguisées. Merci infiniment d'être toujours là avec nous. Merci aussi pour la courtoisie dont vous faites montre on va dire, durant les débats. Merci infiniment. Merci. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation, à la matérialisation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement avec un autre débat ici sur ce même plateau, avec aussi des invités pour que vous puissiez mieux comprendre l'évolution politique de notre pays. Merci et puis à très bientôt.